Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT au sommaire cette semaine. Pour cette deuxième semaine de vacances scolaires, nous vous emmenons à l'espace jeunesse pour découvrir un atelier de fabrication de chocolat à distance. Puis nous vous proposons de découvrir le témoignage de Christelle, une auxiliaire de vie qui témoigne de son quotidien professionnel et personnel après un an de crise sanitaire. Enfin, les 20 et 27 juin prochains, les Français sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales. On vous explique tout de ces prochaines élections en fin de JT. Avec l'annonce fin mars de l'avancée des vacances scolaires, les équipes de l'espace jeunesse ont dû se réorganiser pour proposer des activités aux jeunes. Jeudi, nous avons assisté à un atelier de fabrication de chocolat 100% à distance. Il y a toujours une bonne raison de manger du chocolat. Et ce jeudi, cours à distance pas comme les autres avec un atelier de fabrication de chocolat animé par Jonathan, transformé en Cyril Lignac-Vélisien. Donc l'idée là c'est de faire deux recettes. Une première recette sur le saucisson en chocolat et une deuxième sur tout ce qui est les mendiants de Pâques. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui c'est de proposer des recettes sur le chocolat qui sont accessibles aux jeunes. Et l'objectif c'est que vous puissiez le refaire tout seul à la maison, sans papa, sans maman, pour en faire bénéficier la famille. Ok ? Donc pour l'année prochaine ou dans l'année, l'objectif c'est que vous puissiez refaire tout ça tout seul, ok ? Sans aide de personne. Ça vous va ? Pour cette deuxième semaine d'animation, les animateurs de l'espace jeunesse innovent et cassent les codes des activités à distance. Aujourd'hui, on fait une activité cuisine, atelier de chocolat. En gros, cette semaine et la semaine dernière, comme on ne peut pas accueillir de public sur la structure, on fait que des activités en distanciel. L'après-midi, c'est des activités loisirs. Et le matin, c'est des ateliers scolaires, on va dire. On a de l'aide aux devoirs, on a des ateliers d'anglais. On fait ça pour garder un peu de contact quand même avec nos jeunes. Parce que je pense que pour eux, avec le Covid, rester tout le temps chez eux, c'est compliqué. Faire leurs cours tout le temps en distanciel, en fait, ils ne voient plus personne. Donc voilà, ça leur permet d'avoir un peu de contact et d'être comme s'ils étaient là, mais du coup chez eux. Et pour cet atelier, les jeunes ne sont pas nombreux, mais cela permet à Jonathan de se concentrer sur chacun d'eux pour des gourmandises parfaitement réussies. Le beurre et le chocolat, vous en êtes où, vous ? Je suis en train de faire fondre le chocolat. Ok, le beurre c'est fait déjà ? Normalement ça fond beaucoup plus vite le beurre. Hein. La semaine prochaine, retour des cours à distance, mais cette fois-ci avec les professeurs, en attendant de pouvoir se retrouver enfin en physique à l'espace jeunesse. Ils sont en première ligne depuis le début de la pandémie. Ils ne sont pas soignants, mais auxiliaires de vie, souvent dévalorisés et peu reconnus. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Christelle, une auxiliaire de vie qui est sur le terrain depuis la première heure. Elle revient sur son expérience depuis un an, aux côtés des plus fragiles. Alors moi je m'appelle Christelle Williams et je suis auxiliaire de vie depuis 2 ans et demi à domicile. Alors le fait d'être auxiliaire de vie, c'est pour moi une vocation. J'avais le besoin d'aider, le besoin d'apporter, de soutenir et surtout c'est valorisant pour les aînés. On leur apporte énormément de choses et nous, ils nous apportent énormément. Je pense qu'on a un respect à avoir envers eux et cet intergénérationnel nous permet de grandir, d'apprendre plein de choses et surtout de les respecter et de continuer à travailler et à leur donner de la dignité. Parce que vous parlez de nos aînés, c'est qui aujourd'hui les personnes avec qui vous travaillez, que vous accompagnez dans votre travail ? On travaille énormément avec les seniors donc de Vélizy. C'est des gens qui sont malades, qui ont diverses pathologies. Ça peut être de l'Alzheimer, du Parkinson. On a la maladie, on a la Covid, oui, elle existe. Mais la solitude et l'isolement, je pense que c'est la deuxième maladie de cette pandémie parce que on n'a plus les visites des enfants, des petits-enfants. On se demande pourquoi il vient pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. On est obligé de les rassurer au maximum. Alors, on a l'espoir de ce vaccin qui pourrait permettre de pouvoir revoir la famille correctement, de pouvoir retrouver des liens sociaux. Mais en attendant, il y a énormément de gens qui sont seuls. Et la seule visite dans la journée, c'est l'infirmière le matin, l'auxiliaire de vie, et ils se raccrochent. Et toute la peur, tout ce stress, c'est sur nous. Il y a un décès, on ne peut pas les prendre dans les bras. J'ai eu le tour, on a eu plusieurs décès malheureusement. On ne peut pas prendre la personne dans les bras pour les consoler. On se doit de garder une barrière. Alors je l'avoue, oui, ça nous arrive, parce qu'on est humain et la douleur de l'autre, elle nous touche forcément, c'est notre métier. Comment vous travaillez, vous, aujourd'hui, depuis un an ? Quel changement vous avez observé ? Nous, on s'est pris une dose de stress, déjà, parce que c'est quoi ? Comment ? On a la chance d'avoir nos employeurs qui nous ont fourni
tout ce qu'il fallait. Au moment où il le fallait, ils ont été là, ils nous ont soutenus. Mais au-delà de ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on va chez les gens? Elle n'est pas bien, est-ce qu'elle l'a? Parce qu'on se dit on peut ramener n'importe quoi, ou même notre famille peut nous donner n'importe quoi aussi, surtout quand on a des enfants. On a beau faire attention, c'est arrivé. J'ai des collègues qui sont tombés malades, je suis tombée malade, et malheureusement, voilà, on est comme tout le monde. Même si on se protège, on l'a bien vu en milieu hospitalier. Les infirmières qui sont en première ligne aussi, même protégées, il y en a eu énormément qui sont tombés malades. Donc, mais c'est que ça, c'est du stress, de l'angoisse, de la peur, la nôtre, et on prend celle de nos bénéficiaires, parce qu'on ne peut pas leur laisser, parce qu'il faut les soutenir, et donc ça nous fait une double charge, et à côté de ça, on n'a pas d'exutoire. Vous avez été en première ligne dès le début, mais on a quand même attendu beaucoup de temps avant de parler de vous. La place des auxiliaires de vie, elle est là, elle est pratiquement inexistante. C'est pas des remerciements, de la gratitude, on n'en a pas besoin. On veut juste que, voilà, on existe. On existe et parlez de nous. Parlez de nous parce que il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de faire ce métier-là. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, Christelle? Je voudrais juste dire, voilà, aussi bien au niveau de l'État, au niveau de nos dirigeants, au niveau des familles, qu'on l'aime notre métier, qu'on l'aime, qu'on se lève tous les jours pour le faire, qu'on le fait du mieux qu'on peut, et on voudrait juste être vu. Qu'on ne soit pas caché derrière toutes les blouses blanches, tous les médecins, qu'on soit juste vu, entendu et soutenu. Pour une fois qu'on se dise, ouais, finalement ils sont là, quoi, et ils servent à quelque chose. C'est tout. Initialement prévues au mois de mars et longuement reportées, les élections régionales et départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Mais alors, à quoi servent ces élections et comment ça fonctionne? On vous explique. Est-ce que vous savez ce que sont les élections départementales et régionales? C'est pour élire des maires. Non, ça c'est dans les villes. Mais c'est pour élire des représentants pour prendre des décisions selon les régions et les départements. Deux noms, oui, mais après, l'importance qu'a ceux qui ont été élus, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Pas trop. Hein. Ceux qui gèrent les lycées, ceux qui gèrent un peu la voirie, mais alors après, le reste, joker. Les dimanches 20 et 27 juin, les Français sont appelés à s'exprimer pour élire les conseillers qui représenteront leur région et leur département. Commençons par les régions. Les régions sont des collectivités territoriales au même titre que les départements et les communes. Mais elles disposent de compétences différentes. Les régions interviennent notamment en matière de développement économique, d'aménagement du territoire ou encore de formation professionnelle. Elles sont également chargées des lycées. Ces élections vont permettre d'élire les conseillers qui piloteront la collectivité pour les 6 années à venir, durée de leur mandat. Elles concernent les 12 régions hexagonales et 2 régions d'outre-mer, la Guadeloupe et la Réunion. Les Vélysiens inscrits sur les listes électorales voteront pour les candidats de la région Île-de-France. Les électeurs votent pour des listes composées tour à tour de personnes de sexe opposé et qui comptent autant de personnes que de sièges à l'Assemblée régionale. 209 pour l'Île-de-France. Au premier tour, si une liste obtient plus de la majorité des suffrages exprimés, elle gagne le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'obtient la majorité, seules les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés pourront se maintenir au second tour et elles pourront fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Et à l'issue du second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges et le restant est réparti entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Et que se passe-t-il à l'échelle des départements? Les départements détiennent des compétences importantes dans le domaine de l'action sociale. Ils prennent notamment en charge les différentes prestations comme l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, l'aide sociale à l'enfance ou encore le RSA et sont en charge des collèges. Les conseillers départementaux sont également élus pour 6 ans, mais ces élections ne concernent pas toute la France. Paris et la métropole lyonnaise, élus lors des élections municipales, ainsi que la Corse, ne participent pas à ce scrutin. Mais si les élections départementales se tiennent le même jour que les régionales, elles ont un mode de scrutin bien différent. Dans les cantons, un binôme, femmes et hommes, est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Pour être élu au premier tour, ce binôme doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés
et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. Sans ces conditions, un second tour s'impose. Les deux binômes arrivés en tête se maintiennent. Les autres peuvent y participer, à condition de réunir au moins 12,5% des suffrages exprimés par les électeurs inscrits. Mais cette année, au-delà du fonctionnement des élections, se pose la question de leur tenue en raison de l'épidémie de Covid-19. Elles devaient initialement se tenir au mois de mars, mais après plusieurs consultations, dont celle des maires, elles se tiendront au mois de juin. Des mesures seront mises en place pour faire respecter les gestes barrières, mais également 2 procurations seront possibles au lieu d'une habituellement. Le gouvernement va également proposer aux membres du bureau de vote, s'ils souhaitent se faire vacciner 3 semaines avant la tenue du premier tour. Enfin, les campagnes dureront 3 semaines au lieu de 2 habituellement. En attendant la tenue de ces élections, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 mai, auprès de la mairie ou sur leur site internet. Votre JT est maintenant terminé. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 19h pour un nouveau JT.